Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des concepts les plus fondamentaux de l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones feed-forward. Regardez ce chiffre écrit à la main. Pour un être humain, reconnaître que c'est un 3 est une évidence. Mais pour une machine, comment ça se passe? Comment fait-elle? Eh bien, cette capacité à voir et à comprendre repose sur une architecture qui est à la fois super élégante et incroyablement puissante. C'est cette structure qui permet à une machine non seulement de voir, mais surtout d'apprendre. Il s'agit du réseau de neurones feed-forward, ou FFN comme on dit souvent. C'est vraiment la pierre angulaire de tâches comme la reconnaissance d'images. Alors voilà notre programme pour aujourd'hui. On va commencer par les origines, un peu d'histoire, ensuite on va décortiquer l'anatomie d'un de ces réseaux, puis on suivra le trajet des données à l'intérieur, on verra aussi ses applications concrètes, et pour finir, on explorera ses limites et ce que le futur nous réserve. Pour bien comprendre les réseaux feed-forward, il faut faire un petit voyage dans le temps. C'est parti pour un bref retour sur leurs origines. L'idée, elle n'est pas nouvelle du tout, hein. Dès 1943, on essayait déjà de modéliser mathématiquement le fonctionnement d'un neurone. Puis, en 1957, le perceptron de Rosenblatt a vraiment posé les premières briques. Mais le vrai tournant, le moment clé, c'est 1986, avec la popularisation de la rétropropagation. C'est cet algorithme qui a tout changé en permettant enfin à ces réseaux d'apprendre de leurs erreurs de manière vraiment efficace. Et ce point est crucial. Les concepts de l'IA d'aujourd'hui, ils ont des racines profondes. Tout ça est né des premières tentatives de traduire la biologie de notre cerveau en langage mathématique. Bon, l'histoire c'est fait. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. De quoi est composé un réseau feed-forward? En fait, tout est dans le nom. Feed-forward, ça veut dire propagation vers l'avant. L'information entre, elle traverse le système une seule et unique fois et elle sort. Il n'y a pas de retour en arrière possible, pas de boucle. C'est une autoroute à sens unique pour les données. Un FFN, c'est donc fait de neurones qui sont organisés en couches. Les données entrent par la première, la couche d'entrée, elles sont traitées par ce qu'on appelle les couches cachées, et le résultat final est donné par la couche de sortie. Chaque connexion entre deux neurones a un poids, et chaque neurone a un biais. Ce sont un peu les boutons de réglage que le réseau va ajuster pour s'améliorer. Et pour que tout ça ne soit pas juste une grosse équation linéaire, les fonctions d'activation sont là pour ajouter la non-linéarité qui est indispensable pour apprendre des choses complexes. L'analogie de la chaîne de montage, elle est vraiment parfaite pour ça. Chaque couche reçoit le travail de la précédente, elle y ajoute sa propre transformation et elle passe le relais à la suivante. C'est un processus super ordonné et séquentiel. Alors, cette fameuse fonction d'activation, à quoi elle sert exactement? En gros, elle agit comme un interrupteur. Une des plus populaires, c'est ReLU. Sa règle est ultra simple. Si la valeur qui arrive est négative, elle la bloque à 0. Si elle est positive, elle la laisse passer telle qu'elle. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez bien, toutes les valeurs négatives ont été mises à 0. Ce simple filtrage, qui peut paraître anodin, c'est ça qui permet au réseau d'apprendre des relations non linéaires, beaucoup plus complexes qu'une simple ligne droite. C'est vraiment ça le secret de la puissance des réseaux profonds. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, voyons comment les données voyagent à travers cette structure pour aboutir, à la fin, à une prédiction. Ce processus, on l'appelle la passe avant, ou la propagation avant. C'est une vraie cascade d'opérations. L'image entre, elle est transformée par les poids de la première couche, elle passe à travers la fonction d'activation, puis elle est envoyée à la couche suivante, et ainsi de suite. Chaque étape affine un peu plus la représentation des données, jusqu'à ce que la couche de sortie puisse enfin faire un choix. Est-ce que c'est un 3, un 4 ou autre chose? Mais alors, comment est-ce que le réseau apprend de ses erreurs? C'est là que la magie de la rétropropagation intervient. Après chaque prédiction, le réseau compare ce qu'il a trouvé avec la bonne réponse. Il calcule l'erreur, puis il propage cette erreur à l'envers, de la sortie vers l'entrée. À chaque étape, l'algorithme va dire à chaque poids à quel point il a contribué à l'erreur et il va l'ajuster un tout petit peu dans la bonne direction. C'est ce cycle de correction qui est au cœur de l'apprentissage. Tout ça, c'est super intéressant en théorie. Mais dans la vie de tous les jours, où est-ce qu'on trouve ces réseaux? Leur grande force, c'est leur polyvalence. Ils sont excellents pour la classification d'images. L'exemple classique, c'est la reconnaissance des chiffres de la base de données MNIST. Mais leur rôle va bien plus loin. Ils sont des composants essentiels dans des modèles de pointe, comme les Vision Transformers, et on les utilise même pour modéliser des comportements humains complexes. Cette citation, qui vient d'une recherche toute récente de 2024, est très parlante. Elle nous dit que même dans les architectures les plus sophistiquées, le FFN est un pilier. Il est tellement fondamental qu'il est souvent considéré comme acquis pendant que toute la recherche se concentre sur d'autres aspects. Ça montre à quel point il est devenu indispensable. Les FFN sont donc très puissants, mais ils ne sont pas parfaits.
Explorons un peu leurs limites et les recherches passionnantes qui cherchent à aller plus loin. La plus grande limite d'un FFN, c'est son absence de mémoire. On pourrait dire qu'il a la mémoire d'un poisson rouge. Il traite chaque entrée de manière complètement isolée. C'est idéal pour une image, mais pour une phrase où le contexte des mots précédents est crucial, ça ne marche pas. Pour ça, il existe d'autres architectures, comme les réseaux récurrents qui ont des boucles pour créer une forme de mémoire. Et si le mécanisme d'apprentissage lui-même, la rétropropagation, avait ses propres limites? C'est une question qui anime vraiment la recherche en IA en ce moment. La rétropropagation est incroyablement efficace. C'est un fait, mais rien ne nous dit que notre cerveau fonctionne comme ça. C'est pourquoi des pionniers comme Geoffrey Hinton explorent des alternatives. Par exemple, l'algorithme Forward-Forward, qui n'a pas besoin de cette passe arrière. Le but, c'est de trouver des manières d'apprendre qui seraient peut-être plus efficaces et plus alignées avec le fonctionnement biologique. En résumé, le réseau feed-forward est une idée simple mais profonde. Une cascade d'opérations à sens unique qui transforme les données. C'est une brique fondamentale de l'IA moderne. La question qui reste ouverte, c'est de savoir, en partant de cette base solide, quelles architectures encore plus puissantes et intelligentes on sera capable d'imaginer demain. Merci d'avoir suivi cette analyse.